Il y a une dizaine d'années, je cherchais un peu des références européennes, hein, et le Portugal était très en avance, l'Espagne aussi, et je ne comprenais pas qu'en France, avec notre système de recherche hyper efficace, on n'ait rien sur cette littérature-là, hein. La vigne s'est quand même sortie de la forêt, ça s'est retrouvé dans des pelouses sèches issues de la déforestation, hein. Et nous, c'est vrai qu'on retravaille à refaire de la forêt, là où d'autres, peut-être à un moment donné, l'ont complètement anéanti, soit par le surpâturage, soit par la surexploitation du bois, soit par plein de choses, hein. Donc il y a ce grand yo-yo là, qui se passe à ce moment-là sur plusieurs milliers d'années, quand on est en train de récolter et d'essayer de rééquilibrer, quoi. Donc ça, c'était du 2018. Deuxième moitié donc, de juillet, chaud, dans la parcelle où on était ce matin, avec à droite Joseph, hein, grosse en bio, quoi. Et, je ne sais pas si c'était déjà en bio ou il devait être juste en conversion à l'époque, un truc comme ça. Et nous. Donc en haut, la courbe, c'est la température 20 cm sous terre. Ça, c'est sous le rang, c'est-à-dire à la verticale de la vigne. Et j'ai aussi entre le rang. Hein, notamment le rang fauché versus le rang avec les plantes qu'on a vues ce matin, que ce soit les ronces, les machins, les trucs. Donc on voit quand même les décrochés de température qui sont énormes et constants, que ce soit le matin, midi, soir. Le matin, c'était vers 10h, l'après-midi, c'était vers 14h, 15h, en cagnard, quoi. Et le soir, c'était moins vers 10-11h du soir. 20 cm, ouais. Le trou, j'avais une cote, si tu veux, je faisais un prix de trou, j'avais un truc pour avoir 20 cm, un repère, quoi. J'arrête de faire un trou et après je mettais ma sonde dans le trou. Donc c'est intéressant, hein. Je sais plus, je crois que c'est ce matin, je ne sais plus son prénom, qui disait qu'effectivement on le sait. Et c'est vrai qu'on le sait. Donc tout le monde comprend que les phénomènes du vivant, que ce soit des micro-organismes, des choses comme ça, ont leur zone de confort de température comme nous, entre allez, 36 et 38, 39, on est à peu près bien, quoi. Mais on sait aussi qu'après, il y a des cassures, c'est pas du continu où je suis moins bien. Je suis carrément pas bien quand il fait trop chaud, quoi, ou quand il fait trop sec. En bas, c'est un peu moins pertinent chaque fois, mais on voit quand même qu'on a les ressauts de condensation, plutôt le soir d'ailleurs. Donc je redis, j'étais plutôt vers 11h du soir, donc il y a aussi le matin bien sûr la rosée, mais l'air à un moment donné devient plus froid que le sol, hein, chez nous. Vous voyez que les nuits sont fraîches, hein, ça vous avez peut-être remarqué, et la journée ça peut cogner, donc le sol est chaud, il y a de l'air frais qui arrive dessus, pof, ça condense et mes herbes le stockent et le bloquent, quoi. Et donc ça, une fois que ça se fait tous les jours, ça évite aussi que, dans l'autre sens, l'évapotranspiration du sol fonctionne, quoi. Donc ça, c'est sous le rang. Et c'est quand même un extrême du style 24-20 cm sous terre, 35 chez le voisin. Et je faisais mes mesures correctement, hein. De toute façon, je ne connaissais pas le résultat. Quand je fais ce genre de truc, j'y vais avec du matos et je regarde ce que ça donne quand on a le temps pour dépouiller les résultats. Ça, c'est notre terroir le plus chaud. Celui où je disais avant, panico, serpolet, machin, truc, bidule. Donc là, c'est de l'oolite sur marne. Donc une croûte calcaire jurassique sur des marnes profondes minérales. C'est là où on a nos 14 mètres de branches, hein. Ah, tu vois, là, c'est énorme, quoi, sous le rang. Donc le voisin, c'est deux voisins différents. Il y a Mathieu Zeller qui est aujourd'hui en biodynamie, mais à l'époque il était quand même en bio. Et je vois que depuis, il a limité son fauchage. C'est quand même des choses que je restitue. Hein, j'étais longtemps délégué du Grand Cru, encore il y a peu de temps, donc c'est des choses. Bien sûr, généralement je dis aux gens, ça te dérange si je mesure un truc, ben non, bon, ça on s'en fout. Voilà. Et après je le restitue. Sachant que derrière ça, pour moi, il y avait l'acidité, et André l'a dit aussi ce matin, il y a l'acidité dans les raisins. Parce que si tu vas au bout de ta fermentation et tu ne bloques pas le petit sucre qui lui va bien, autrement dit, tu te retrouves dans ces terroirs avec tes 15, 15,5, 16, 16,5 d'alcool, sans problème, ça fermente jusqu'au bout, pas de sucre résiduel, tu as intérêt à avoir de la fraîcheur derrière pour que ce ne soit pas juste du brûlant. Tu vois, après, il y a le sel et la mer qui compensent, on regoutera ça. Mais le décroché est énorme et on voyait presque que bio ou pas bio, parce qu'à l'époque, c'était, tu te souviens, c'était Benoît Karcher. Donc lui, il était classicos de chez Classicos, bien glyphosate, bien machin, bien truc. Il n'y a presque pas d'écart entre le gars en bio et le gars en conventionnel. C'est ce que j'ai dit ce matin, c'est que les gars, ils veulent les mêmes vignes, sauf qu'ils ne veulent pas les pesticides, enfin pas les produits chimiques. Mais les mêmes rendements, les mêmes vignes, le même truc. C'est là que le biologos, c'est pas performant. Le fait d'appeler ça biologique, c'est pas correct, quoi. C'est pas logique, ça c'est sûr, et c'est surtout pas vivant, parce que biologos, ce serait quand même le vivant qui parle et pas le tracteur. Et donc ça, c'était sous le rang, et la même chose dans le rang. Donc dans le rang, c'est entre les deux rangs, hein, je l'appelais ça comme ça.
Là, on a le petit effet parasol aussi qui est intéressant, quoi. Et dans le rang, je ne sais plus si on l'avait observé, je crois que le bio était quand même un peu plus performant que le conventionnel. Tu vois, donc ça, c'était déjà des choses, donc ça maintenant, ça date d'il y a 4 ans. Quand on observe pendant X années et qu'à un moment donné, on veut se donner un minimum de preuves ou de certitudes, on dit c'est pas possible, leur vigne, tu vois bien qu'elle pend les feuilles, pourquoi elle pend les feuilles? Alors je prends un truc simple, je mesure une température. On l'aura peut-être pas, mais donc l'appareil de Husson là, qui mesure les électriques, il existe chez nous en Alsace, mais on fera les mesures à un moment donné, je vous le restituerai si ça vous intéresse. C'est quelqu'un qui a une lecture non pas vivante du sol, mais plutôt électrique du sol. Donc, où la vigne, c'est le moteur, mais les feuilles, c'est le capteur. Et surtout, l'intérêt qu'il dit, c'est que la batterie et l'onduleur, c'est le sol. Et travailler le sol, c'est bousiller la batterie et l'onduleur. Là, c'est sûr que tu inverses les polarités dans sa analyse à lui. Et à partir de là, ta machine, elle ne fonctionne pas bien. Il y a plein de machines qui n'aiment pas qu'on confonde le plus et le moins, notamment dans l'électronique. Ils n'aiment pas trop ça. Donc, l'idée, c'était ça. C'était que, vous voyez, travail du sol, on a une perte de charge déjà, parce qu'on ne stocke plus trop en batterie, on a une faible capacité et on inverse la polarité. Alors, je sais bien, on veut des vignes vert foncé, on veut du rendement, du machin, mais si en même temps qu'on veut ça, on explique aux gars qu'on bousille toute la mécanique, ils devraient quand même un peu plus se poser la question, tu vois. Donc moi, c'est ça que j'ai vécu. La seule chose, c'est que pour que ce système de batterie onduleur refonctionne, on le dit et on le redira tout le temps, et je le dis toujours aux jeunes qui viennent chez nous, ça va prendre du temps. Parce que ça demande de la masse, ça demande de l'énergie, de l'inertie, pardon, ça demande de plein de choses qu'on n'a plus dans nos sols. On n'a plus ces capacités de rétention et d'absorption. C'est du stop and go, vous avez vu, ça descend la pente et ça se retrouve en bas sur un tas, quoi. Donc ça ne sert à rien d'avoir l'onduleur en dehors de la parcelle si c'est dans la parcelle que tu le voudrais. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant dans son approche. C'est tellement simple à comprendre comme ça, et c'est tellement difficile à transformer en pratique. Ça, je comprends tout à fait que là, le hiatus... Alors, moi, je peux rentrer par les deux côtés. Moi, je peux rentrer par la science ou tout simplement par l'observation ou le ressenti. Il y a des gens qui seront complètement étanches sur l'explication là, parce qu'ils sont encore dans la cabine du tracteur. Donc, il faut descendre du tracteur, effectivement, et se mettre dans un autre schéma, quoi. Ça prend en général 2 heures, le temps d'une balade pour le Kidam. Donc par rapport à Karen qui se pose ces questions, ça prend à peu près 2 heures pour que le gars qui est content de son truc bien mort, pour comprendre que c'est quand même chiant que ce soit mort. Mais bon, ça prend du temps aussi. Le troisième point que je voulais vous montrer dans ces schémas-là, parce que c'est en 2019, j'avais travaillé sur l'oxydation. En fait, chaque année, on a des thématiques un peu différentes. Où je me dis, cette année, je me concentre là-dessus, je me concentre là-dessus. L'an dernier, c'était effectivement cette histoire de bois, et cette année, ce serait normalement de nouveau la véraison. Parce que cette année, on est clair sur la véraison. L'an dernier, c'était pas clair du tout, il pleuvait tout le temps, il y avait des feuilles qui poussaient partout, c'était pas net. Mais cette année, vu la semaine prochaine, je pense que ça va être très précis. À un moment donné, la vigne stop. Pas que parce qu'elle ferme les stomates et parce qu'elle se met en stand-by, mais aussi parce que physiologiquement, elle a atteint son cycle, et c'est ça que je veux vous expliquer ici. C'est une image que j'ai déjà commentée pour certains. Mais je dis que tout vigneron qui souhaite obtenir des vins qui fermentent avec les raisins qu'il récolte, il devrait toujours avoir ce schéma en tête. Alors ça sort d'une thèse, là je n'ai pas la référence dessus, mais le gars de la thèse avait lui-même repris ça d'un truc américain. Donc c'est très intéressant. En plus, le gars qui a sorti ce schéma, ce n'était pas du tout pour ce que je vais vous dire, c'était pour... c'est une thèse de biologie moléculaire sur les différentes molécules qui se succèdent quand le raisin est mûri, pour que derrière, dans tel usage du raisin, on puisse savoir à quel moment cette molécule est synthétisée, quoi. Ouais. Moi, j'avais appris pour mon rapport de stage sur les tilleuls. Ouais, voilà, par exemple. Et moi, ça m'intéresse plus du point de vue physiologique tout simple, c'est qu'on voit bien que la maturité d'un raisin se fait en 2 grandes phases. Et la première phase qui est juste en train de se terminer, c'est cette phase xylème, avec de la sève brute qui trimballe des choses, et la branche qui synthétise, la vigne pardon, qui synthétise branche et feuilles. Et ce schéma, je dis toujours, et on le voit ce matin, c'était rien que la première parcelle. La parcelle tout à gauche, celle qui était vraiment un peu classique, on voyait bien qu'il y avait des jeunes pousses qui étaient en train de se refaire.
Là où la vigne en bio à droite était plutôt, je dirais, en stand-by, presque déjà en train d'être en arrêt parce qu'elle n'a plus de ressources, elle ne sait pas quoi faire. L'autre, elle est suffisamment gavée pour repartir dans un cycle de faire des feuilles. Et le gros débat, c'est que la plupart des gens, ils vont surtout considérer la première étape de la maturité, donc la phase phloème, en termes de sucre. On se souvient tous, le réfracto, est-ce que tu y arrives? C'est les fameux 9 degrés minimum et ça fait je ne sais plus combien d'oxlés pour avoir le droit de vendanger, quoi. Le gars, il est tout content, ah c'est super, je peux vendanger. Mais on voit bien qu'il manque les deux grandes étapes. Et les deux étapes suivantes, si vous ne les avez pas, votre vin, il va non seulement pas bien fermenter, mais il ne va pas du tout se garder. Donc ça, c'est un autre paradoxe que j'ai vécu. C'est que des vins, bien sûr, si on ne les oxyde pas, mais qui viennent de raisins qui sont allés au bout de leur cycle, ils se tiennent très très bien. S'ils ont atteint leur stabilité sans trop les perturber. Et l'exemple que j'ai donné hier soir, il est toujours valable. Hein, c'est des bouteilles parfois ouvertes 6 mois, en vidange, juste un bouchon, pas au frigo. Il n'y a rien qui part, ni en bactérien, ni rien. Et ce n'est pas filtré, pas sulfité, que dalle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que la vigne elle commence à faire ses sucres et trucs, elle repompe dans ses réserves et elle redistribue dans son fruit. Ce que lui il appelle anthocyanes, qui est une chose visible, derrière tout ça, il y a notamment tous les antioxydants en général, dont des vitamines, dont des enzymes, dont des protéines, ce fameux glutathion, il doit bien se promener par là. Le fameux glutathion que les œnologues peuvent vous prescrire, hein, qui est un antioxydant assez intéressant, mais dont on n'a pas besoin si on ne perturbe pas la plante. Moi, ce que je vois toujours par rapport à ce schéma, c'est que si on bloque la plante dans la partie première, c'est-à-dire que si au lieu de pouvoir enclencher ce nouveau système arrêt végétatif, vraie véraison, elle est en même temps en train de refaire ses feuilles et ses branches parce qu'on les lui a piquées. Là, tout le monde peut comprendre qu'il y a une proportion pour la plante entre une charge que vous lui avez induite par la minéralisation, les composts, les machins, tout ce que vous voulez, les travails du sol, bien sûr les ferti-irrigations comme elle dit. Il y a une proportion pour que la vigne y arrive avec le compte à rebours de la saison, les jours qui raccourcissent, le froid qui arrive chez nous, même ailleurs. Il faut un certain niveau de feuillage. D'ailleurs, toutes les AOC, elles ont comme ça des surfaces foliaires minimales par rapport à une charge. La vigne, elle va les refaire, c'est ça que je veux dire, au lieu d'enclencher le phénomène suivant. Et ça, nous, on le voit tout à fait au niveau des raisins. Les vidéos, vous les connaissez, vous avez dû les voir. Hein. Vous voyez nos raisins et des raisins le même jour chez des gens qui sont dans ce système où ils sont encore en train, au moment des vendanges, d'avoir des pousses vertes. Ce sont des raisins certes gros, certes, ils vont dire beaux. Il y a du volume, il y a du jus. Mais qualitativement, une partie parfois est verte, une partie est pourrie, ça c'est le visible, mais après, intrinsèquement dedans, ça provoquera des arrêts de fermentation parce qu'il n'y a pas les vitamines et les jus ne vont pas bien couler. L'autre débat, c'est que quand il y a ces surcharges, les gars, ils ne vont pas chercher justement certaines de ces molécules, notamment des antioxydants, qui sont évidemment en périphérie de la baie. Ils vont les laisser dans le pressoir parce qu'ils ont déjà leurs 80 ou leurs 40 hectos quand ils ont pressé la quantité de raisins qu'ils ont. Mais ça, tout le monde peut comprendre que si vous ne faites pas cette infusion, c'est-à-dire si vous ne prenez pas 80% de votre temps de pressurage pour extraire les 20% derniers, qui sont ceux justement où vous obtiendrez ce qui vous permettra de fermenter, vous ne serez pas bon. C'est l'avantage de la macération, effectivement, que de le laisser avec, quoi. Au moins là, s'il y en a, je dis bien s'il y en a, ils sont là pour servir, quoi. S'il n'y en a pas, ou si vous êtes en pressurage partiel, vous n'arriverez pas non plus à fermenter. C'est un débat qu'on a parfois avec les collègues à Vla, hein, c'est les problèmes de fin de fermentation, notamment sur les résines et machin. Ce que je vois chez nous, c'est que ça fermente très lentement. Je me souviens, Jean-Pierre Frick, que sans doute beaucoup connaissent, il était là en janvier une fois, je lui ai dit, oh, chez nous, il y a tout qui fermente, tu parles, il y en a jusqu'au mois de mai, et il est revenu en juillet, ah ouais, ça fermente encore. Hein. Donc on a encore des vins de 2020 qui fermentent, ils fermentent très doucement, mais il n'y a pas d'arrêt. Chez nous, il n'y a pas d'arrêt. Et puis, ils vont faire leur 16 degrés pointés avec 1 demi-gramme ou 1 gramme de sucre résiduel et c'est tout. Hein. Donc, les courbes lentes du vivant, bien sûr, on peut faire du stop and go, les booster, chauffer, levurer, machin, bidule, truc, chouette chose. Sinon, un jus très dense, mais complet, prendra peut-être plus de temps. Et un jus pauvre, avec un peu quelque chose, pourra tourner très vite, quoi. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est la dernière phase de la maturité des raisins, c'est celle que nous on prend pour décider de vendanger, c'est l'émission des parfums, pour attirer la bestiole qui va trimballer le pépin. Donc c'est là quand vous sentez les raisins, en rentrant dans la parcelle,
Peut-être 2014, c'était compliqué parce qu'il y avait de la pollution par les acétiques, là. Surtout des voisins. Mais quand vous sentez les raisins, vous rentrez dans la parcelle, c'est là que c'est chouette, quoi. Là, c'est vraiment le bon signal. La vigne, elle vous dit, ça y est, tu peux y aller parce que moi, j'ai fait le job. Tout ce que je veux, c'est qu'on me débarrasse de ce truc, quoi. Et que ça ne se germe pas juste à côté de moi. Donc ça, c'est intéressant du point de vue de la vigne. Et quand vous repositionnez ce cycle dans le complet du terroir, c'est intéressant de voir comment ce cycle se déroule dans tel ou tel terroir. Je dirais que chez nous, globalement, sur nos 6 terroirs, les Riesling mûrissent quand même tous la même semaine. Généralement, le grès rose, qui est le plus pauvre, est mûr un peu plus tôt. Les argilos, enfin les calcaros marneux ou les marneaux calcaires, ça dépend quel niveau de la colline on en est. Eux, c'est un peu quand on veut. Et les organiques, là, c'est très précis. Sur les calcaires avec de l'humus, il faut être assez précis. C'est toujours un peu plus lourd, un peu plus chargé, un peu plus vert, quoi. Mais on arrive dans la même semaine à vendanger comme ça 3 Riesling de terroirs différents ou 2 Gewürz de terroirs différents. Même entre les cépages, on a certains terroirs où les maturités s'inversent suivant les millésimes. Donc ça aussi, c'est intéressant de le constater. Autrement dit, on a quand même tous et la chance d'avoir des variétés de cépages et des variétés de terroirs où on peut expérimenter, lire, comprendre et comparer. Moi, c'était beaucoup cette méthode-là que j'ai utilisée. C'était une méthode de comparaison avec les voisins, avec les cépages ou entre les terroirs. Vous voyez ? Ah, celle-là, oui, de 2021, ça peut vous intéresser. C'était l'année intéressante. Alors, chez nous, toutes les années extrêmes sont intéressantes. De toute façon, toutes les années sont intéressantes. Mais 2021, c'était l'année pluvieuse par excellence. On avait longtemps qu'on n'en avait pas vu une comme ça où ça ne s'arrêtait pas de flotter. Je pense que de mémoire d'anciens même, j'en ai demandé certains, là, des plus de 90 ans, ils m'ont dit « Ah non, ça, on a jamais vu. » Je crois que ça a flotté de mi-mai ou fin mai, pratiquement tout le temps. Heureusement qu'on vendange, ça s'est un peu calmé, on a pu vendanger à peu près à sec. Donc ça, c'était une parcelle qu'on verra peut-être pas cet après-midi, qui était assez forestière après les vendanges. On voit houblon, clématite sauvage, des choses qu'on voyait un peu moins dans le grès. Et donc au printemps, je vais vous montrer la même parcelle au printemps. Ça, c'était l'an dernier, c'était Binef et Byzance pour les fabacées. Ça, vous vous en doutez, cette année, elles n'ont pas monté bien haut. Mais l'an dernier, elles montaient plus haut que la vigne. Ça, c'est la zone bas du Bruch. Donc les vignes l'an dernier étaient vraiment... voilà, ça, c'est la même parcelle, sans doute vers le mois de juin. Donc la gesse que vous voyez, là, la légumineuse ou fabacée que vous voyez, c'est la gesse afaca, c'est une petite fleur jaune qui m'a gommé tous les circes. Et là, il y avait pas mal d'arbres dedans. C'est la parcelle où les vendangeurs se sont éclatés le plus. Bon, moi, avec les vieux, entre guillemets, j'étais parti dans une autre parcelle parce que les anciens, ils n'auraient pas accepté de vendanger dedans. Ils auraient dit, c'est trop la cambrousse, il fallait chercher les raisins. Et c'était même pas pourri sous les arbres. Elle était bien. Elle était bien, c'était le Rothstein qui est sur le calcaire qui grimpe. Et donc, ouais, ça donne. Ça, c'est un peu avant, avec l'an dernier, vraiment les vestes qui étaient hyper à l'aise. C'est vrai que ça fait peur. Alors, normalement, ça, c'est du gaillet jaune. Alors, ça, c'est pas chez nous. C'est juste voisin. Ouais. Et bon, ça. C'est le choc émotionnel que j'aime bien faire. Là, vous revenez chez nous. Cette parcelle, on la verra cet après-midi. C'est le même jour. C'est pas des trucs où je m'amuse à truander. Et c'était quand même fin juin, début juillet. Il faudrait que je regarde sur le fichier. Et vous voyez qu'il y a très peu de taches. Il y en a un petit peu. On voit un peu de mildiou, là, comme d'hab, sur les sinus, les sinus latéraux. Ah, j'en ai quand même fait entre 5 et 6. Mais je crois que j'ai arrêté vers la fin juin déjà. En quantité, j'ai fait 2,5 kg de cuivre, je crois. J'ai mis la dose. C'est ce que j'avais jamais fait, mais ça n'a rien servi quand même. De toute façon, on ne s'est pas fait avoir par le mildiou. Au final, c'est par l'oïdium qu'on s'est fait avoir. Généralement, on dit c'est rare que les deux champignons prolifèrent parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes conditions, exigences. L'an dernier, vous aviez tout. Vous aviez tout qui a passé. Et on s'est fait avoir plus par l'oïdium en haut sur les galets que là-dedans. Là-dedans, ça allait. On a quand même fait des 20-25 hecto-hectares. D'habitude, c'est plus des 30-35, mais c'était pas trop mal. Et les raisins étaient chouettes. Alors nous, on va aussi toujours privilégier, ça c'est ce que j'expliquais à la classe qui était venue à ce moment-là,
On va toujours privilégier la qualité du raisin, quitte à ce que la grappe ou la vigne abandonne certaines baies aux champignons. On voit très bien qu'il y a des parties de grappe qui sont nickel, plutôt que de blinder toute la grappe et de récolter un gros beans vert et pas mûr et à moitié pourri, quoi. Ça ne nous intéresse vraiment pas parce que ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc on préfère avoir demi-rendement, mais des vins qui tiennent, que quand même coûte que coûte, avec tout ce qu'il faut, l'armada, sachant que les coûts, donc ça c'est en train à peu près, c'est presque comme ça. Le millepertuis n'est pas encore tout à fait en fleurs cette année, et la faucillière qui est devant, elle commence. Elle commence, donc ça c'est avant le rangement, je suppose. Ouais, là il y a du noyer, du machin, ça c'est le nouveau voisin. Ouais, ben voilà, comme ça, vous voyez. Je voulais vous montrer encore à l'automne. Donc ça, tout ça, c'était la zone, là on passera dedans, c'était la zone printemps. Et à l'automne, alors j'ai pas immense de photos, mais j'en ai quand même quelques-unes. Ça, c'est de nouveau un voisin, en bio. Et ça, c'était des raisins de Pinot Gris à l'automne. On passera pas non plus. Mais on voit un peu les styles de raisins que c'était. Voilà, j'aime bien montrer ça. On a quand même sur ce Pinot Gris des pépins qu'on voit par transparence. Il y a certes des zones qui sont un peu séchées, c'était du milieu, hein, et milieu tardif. Derrière, l'idée c'est est-ce que je vais presser toujours aussi lentement que d'habitude? Est-ce que je vais extraire des astringences sur ces baies qui sont restées bloquées ou pas? Donc c'est possible qu'on ait mis une pression un peu plus rapide. Là encore, quand on sait vers quoi on veut aller, à partir de quelle matière première, hein, c'est comme en cuisine, c'est sûr que si on a un poisson pourri au début, c'est même pas la peine. Voilà. Donc il faut un bon matière. Mais après, c'est vrai qu'on peut le flinguer. Donc là encore, à chaque étape, que ce soit récolte, machin, nous on fait tous les tris à la parcelle, on ne fait pas de tri après. Hein. Et comme j'ai dit, tout dans des caisses. Alors l'an dernier, on a fait des caisses un peu moins hautes. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la découpe. Et quand il y a de la découpe, automatiquement, vous coupez de temps en temps les baies, donc il y a du jus. Bon, les caisses, elles ont des trous, donc il n'y a jamais de raisins qui baignent dans leur jus. Hein. Mais l'idée, c'est de ne pas contaminer inutilement à l'extérieur. Ah, et je préfère avoir quelques baies saines entières que plein de bouillie, quoi. Donc ça, c'était Pinot Gris l'an dernier. Ouais. Et donc la parcelle, à quoi elle ressemblait avant, vous voyez, en haut, c'est intéressant. La parcelle verte, là, qui est dans le coin, c'est celle où j'avais, parce que c'est quand même, ça c'est à mon avis vers le tout fin septembre ou début octobre. Hein. Ça c'est là où j'avais mesuré, donc c'est Mathieu Zeller, là où j'avais mesuré température et hydrométrie, le gars qui était en bio. Et ça à côté c'est notre muscat où j'avais mesuré chez nous. Donc là vous voyez ce que c'est un arrêt végétatif, et c'est quand même normal que fin septembre ou début octobre, la vigne ne soit pas encore vert foncé en train de faire des branches et des feuilles, quoi. Vous voyez. Donc ça, c'est des choses, franchement, plus on avance, en hiver, nos vignes se ressemblent presque, hein, on va dire. Ça va, parce que j'ai fait. Mais plus on se rapproche des vendanges, moins c'est pareil, quoi. Puisque le cycle, le fameux cycle que je vous ai expliqué avant, il se traduit visuellement par des vignes qui arrêtent. Et c'est vrai qu'on n'a plus de feuilles vertes généralement quand on vendange, il suffit qu'il y ait un bon coup de vent. Et ça dégage. Et la vigne, elle est très bien. Les bois, ils sont durs, ils sont aoutés jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Hein, et elle passera l'hiver sans qu'on vienne l'embêter. Ça, c'est des choses visuelles simples qui sont les premières choses que je regarde quand je rentre dans une vigne, quoi. Parce qu'on est habitué à les voir comme ça. Et inversement, je comprends que le gars qui est habitué à les voir bien vertes et bien cadrées et tout ce qu'il faut, juste... comme un caniche bien toiletté, les feuilles bien arrachées, parce que chez nous, ils font ça avant de vendanger à la machine, ils refont un effeuillage. Un troisième parfois, donc parfois que deuxième cette année. On est sûr que le raisin tombe bien dans la machine à vendanger. Mais pas les feuilles, même s'il y a une trieuse et tout le bordel. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Et puis ça va aussi plus vite pour les vendangeurs. Du coup, tu peux faire hop, 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 hop. Chez nous, ça ça, c'est la même parcelle avant la préparation. Sachant que l'an dernier, en plus, on n'avait pas tressé du tout les branches. Vous avez vu qu'elles sont un peu comme ça. C'était une hypothèse que j'avais formulée, et dans les pinots, pourquoi pas, en plus ils sont assez lâches. C'est pas moi qui l'ai planté, donc elle est à 2 mètres, voire certaines rangées un peu plus, mais c'est chiant d'avoir des rangées à 1,82 mètres dans notre système. Je préfère plus dense un peu. Et donc on avait souhaité, comme j'ai dit à un moment donné, que le soleil rentre dans les pieds. Pour que les raisins ne soient pas enfermés dans les feuilles en année humide, c'est quand même une bonne prophylaxie. Hein. Tac. Ça, c'est après le broyage. Hein. Donc avant le broyage, vous aviez toutes les plantes. Après, c'est comme ça.
et les vendangeurs peuvent rentrer. Voilà. Lui, il regardait ce que je faisais là, il se demandait pourquoi j'étais venu avec une machine, il n'est pas habitué. Mais pendant les 2 heures de broyage, parce qu'on roule très lentement, hein, c'est première lente, puisque c'est avec un broyeur où ça se replie mécaniquement. Donc si tu cognes des raisins mûrs, bah, tu as la moitié par terre, surtout les Riesling. Hein. Donc on connaît le truc, on y va très doucement comme ça, et c'est assez efficace, puisque ça broie aussi un peu sous les rangs. Comme nous, on n'a pas de cavaillon, pas de truc, on peut le faire. On ramasse pas plein de poussière. Tu vois, les gars qui ont travaillé le sol, bon, ils n'ont pas besoin puisqu'ils ont leur bande de fauchage bien délimitée. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, on vient comme ça au dernier moment préparer, quoi. Ce qui est intéressant du point de vue du vigneron, c'est que tu vois les raisins. Ça veut dire que dans toutes les parcelles, quand même, on passe à un moment donné en première lente à 1200 tours minute, c'est-à-dire vraiment, tu en as pour des plombes. Et tu vois chaque pied, chaque raisin, et tu te dis, punaise, là, je ne mettrai pas ce vendangeur. Parce qu'il ne sait rien. Il va me foutre n'importe quoi dedans. Et tout, tu vois, et en même temps, tu peux valider la maturité, ben ça, dans 8 jours ou dans le truc. C'est intéressant de repasser dans toute la vigne bien avant de décider de vendanger, enfin, quand tu sais que tu vas vendanger. Ça, c'est des Riesling. Hein. Donc, nos grappes, elles sont toujours comme ça, très aérées. 1000 rendées s'il faut, c'est pas grave. Au contraire, c'est les becs qu'on préfère, puisqu'il y a plus de peau et moins de jus. Tout le monde peut faire le calcul. Rayon de la sphère et surface de la sphère, enfin volume de la sphère et surface de la sphère. Et vous verrez que plus le rayon est grand, plus il y a de volume enfermé, mais moins proportionnellement il y a de peau. Et donc moins proportionnellement il y a d'antioxydants et de machins intéressants. Et je comprends tout à fait que la plupart des systèmes privilégient le volume contenu dans la sphère. Autrement dit, des grosses baies à la peau, à la limite on s'en fout, de toute façon on la balance. Mais quand toi tu veux la peau et les os et tu dis que c'est le meilleur pour ton vin, pour le protéger, et pour lui donner sa salinité et son truc, bah c'est quand même con d'avoir que du jus, quoi. Je termine sur une parcelle qu'on n'ira pas voir cet après-midi, parce qu'elle est tout en haut à 300 mètres, mais vous verrez ma tête, donc vous serez sans doute aussi dubitatif que moi. Donc ça, c'est une vigne plantée en 2018. C'est pas une blague. Hein. Donc on y retourne le moins possible, histoire de ne pas se faire de frayeur, mais on lui laisse le temps, hein, on lui laisse le temps de venir, quoi. Là, on avait fait un trou dans la cambrousse. Ah, là, c'était la baramine carrément en haut, quoi. Okay. Juste un trou Et on met le pied dedans ouais, et on attend. Aligné, vous mettez quand même Ouais, grosso. Alors, ce que j'avais quand même fait ici, c'était la débroussailleuse, la Rocklecker de 60. On avait juste tracé la ligne pour planter à peu près droit, quoi. Okay. Mais là, de toute façon, on passe en échalas et on ne fait pas de piquet, pas de fil. Hein. Enfin, on passera. Pas tout de suite. Voilà. Ce sera quoi comme densité de plantation là ? Ici, on était assez élevé. Là, on est carrément à 8-9 dans le Grand Cru, mais là, on doit déjà être à 7000. Hein. C'est très serré, donc c'est un peu de mortalité à la limite, même si à 50%, ça va, on est encore presque la densité AOC, quoi. Donc ils ne vont pas tout de suite dire il y a des manquants, parce que ça c'est un classique aussi. Le problème de ça, ouais, c'est vrai que je voulais vous le montrer, mais je vous le sortirai ce soir, avec le satellite, parce qu'évidemment, 3e feuille est passée, donc c'est en production. Là, je crois que c'est l'an prochain, on est de nouveau, nous, dans les contrôles. Moi, je sais que tous les 5 ans, je reçois un courrier, donc c'était 2013, 2018, donc c'est 2023, puisque c'est là qu'ils passent par commune. Ils sont pas malins parce qu'ils font le même ordre. Donc, tu sais très bien l'année où ils vont venir. Mais de toute façon, je cherche rien à cacher. Par satellite, ils voient d'avance qu'il y a un truc bizarre. Donc, il suffit que le technicien, il aille voir, et il me dit, mais c'est une mine, ça ? Je dis, oui, c'est une mine. Elle est plantée, oui. Je la mets dans les trucs en prod, parce que si tu ne le mets pas, puisque c'est passé la 3e feuille, tu es obligé de le mettre, quoi. Alors c'est pour ça qu'on a parfois apparemment des rendements bas, mais même dans les parcelles autres, on ne dépassera pas les 30-35 hectos, quoi. Donc ouais, ça c'est une promesse. Si dans 5 ans on peut goûter des pinots noirs, c'est l'expérience de trimballer des pinots noirs du Leuce sur du calcaire coquillé à 310 mètres. Ici on est sur des Leuces à 160 mètres. Historiquement les gens les mettaient là. Et donc j'ai fait une petite expérimentation en bas. Et là, j'avais un gros morceau que j'ai planté dans le caillou à 300 mètres, voilà, pour voir ce que ça donne. Peut-être dans 5 ans, si Dieu leur prête vie et à nous aussi, on pourra goûter.